Tout ce qu'on vous a dit au départ ne tient plus. Voici le paradoxe. Plus l'entourage de Donald Trump a tenté de verrouiller le récit après la mort d'Alex Peretti à Minneapolis, plus ce récit s'est fissuré. Et cette fois, la pression ne vient pas seulement de ses opposants, elle vient de son propre camp. Des élus MAGA au Congrès, des influenceurs conservateurs, des commentateurs pro-deuxième amendement. Même des organisations historiquement alignées avec lui commencent à se désolidariser. Si vous pensez que c'est juste une bataille politique de plus, regardez mieux. Parce que cette affaire touche à quelque chose de beaucoup plus proche de vous. Ce qui arrive quand des images, des témoignages et des faits visibles entrent en collision frontale avec une version officielle précipitée. Des déclarations ont été publiées avant que le public ne voie les vidéos. Des accusations ont été lancées avant que le contexte ne soit établi. Et maintenant, ce décalage devient impossible à ignorer. Mais voici le point clé. Ce n'est pas ce qui a été dit qui fait basculer l'histoire. C'est ce qui a été dit trop vite et ce qui n'a pas été nié ensuite. Officiellement, l'histoire commence comme tant d'autres. Une manifestation, des agents fédéraux, un communiqué qui parle de menaces, d'armes, de dangers immédiats, mais très vite, un problème apparaît. La version diffusée ne raconte pas toute la scène. Elle en isole un fragment, puis le transforme en justification totale. Alex Peretti est présenté comme un homme dangereux, armé, responsable de sa propre mort. Pourtant, dans les premières heures, un autre récit circule en parallèle, beaucoup plus discret. Des vidéos filmées sur place, des témoins qui décrivent une femme plaquée au sol, aspergée de gaz, un homme qui s'approche pour l'aider et une escalade brutale. Ce n'est pas un incident isolé, c'est une mécanique déjà vue, frapper fort sur la narration avant que les images ne s'installent dans l'opinion. Mais posez-vous cette question simple. Si les faits étaient aussi nets que le pouvoir l'affirmait, pourquoi autant d'empressement à qualifier, à accuser, à diaboliser? Et surtout, pourquoi cette histoire commence-t-elle à rassembler contre cette version des voix qui d'habitude ne sont jamais d'accord entre elles? À ce stade, une affirmation devient centrale et elle est lourde de conséquences. L'argument clé avancé pour justifier la mort d'Alex Peretti repose sur une seule idée. Il aurait été armé et donc dangereux. Mais les détails précis compliquent brutalement ce récit. Il est établi qu'Alex Peretti possédait une arme dissimulée avec un permis légal. Il est tout aussi établi qu'il ne l'a jamais sortie de son étui. Sur les images, ses mains sont visibles. Dans l'une, un téléphone. Dans l'autre, rien. Des témoins décrivent la même scène. Il tente d'aider une femme au sol pendant qu'il est aspergé de gaz lacrymogène. Puis viennent les coups, puis les tirs, à répétition. Au moins 11. Maintenant, observez ce qui manque dans la défense officielle. Aucune image montrant une arme pointée. Aucune déclaration disant qu'il a tenté de tirer. Aucun ordre clair documenté avant l'usage de la force létale. Et c'est là que le récit bascule. Parce que si l'arme n'a jamais été dégainée, alors toute la justification s'effondre. Et ce détail change la lecture de tout ce qui va suivre. À partir de là, la situation ne se stabilise pas. Elle s'aggrave. Parce qu'au lieu de ralentir, la machine institutionnelle accélère. Des responsables fédéraux reprennent la même ligne. Encore et encore. Ils ne parlent plus seulement d'un incident. Ils parlent de terrorisme, d'insurrection. Ils élargissent le cadre jusqu'à ce que l'acte individuel devienne une menace abstraite. C'est une vieille méthode. Quand les images contredisent le discours, on change d'échelle. On transforme un homme en symbole dangereux. On transforme une scène filmée en théorie. Et peu à peu, quelque chose d'anormal commence à être présenté comme acceptable. Un manifestant tué en plein jour, des tirs multiples et une justification qui repose non pas sur ce qui s'est passé, mais sur ce qui aurait pu se passer. Regardez bien cette normalisation. Elle ne s'est pas faite en un jour. Elle s'est construite phrase par phrase, tweet par tweet, déclaration par déclaration. Et maintenant, même ceux qui soutiennent traditionnellement les forces de l'ordre commencent à reculer parce qu'ils reconnaissent ce précédent implicite. Si la simple possibilité d'un danger suffit, alors la ligne rouge disparaît. Et quand cette ligne disparaît, personne ne sait vraiment où s'arrête la force légitime.
Puis un deuxième choc frappe le récit officiel, plus fort, plus difficile à contenir. On commence à parler d'Alex Peretti non plus seulement comme d'un manifestant, mais comme d'un individu avec une histoire, un visage, une trajectoire. Il était infirmier en soins intensifs. Il travaillait au Centre médical des anciens combattants de Minneapolis. Des collègues racontent qu'il passait ses journées à maintenir en vie des patients dans les situations les plus critiques. Des familles de vétérans expliquent qu'il était présent dans leurs derniers instants. Et soudain, le contraste devient impossible à ignorer. D'un côté, des déclarations le décrivant comme un terroriste. De l'autre, des témoignages décrivant un homme dont le dernier geste a été d'aider quelqu'un d'autre. Maintenant, arrêtez-vous une seconde sur cette contradiction. Un système qui affirme défendre l'ordre et la sécurité se retrouve à justifier la mort d'un soignant non armé filmé en train d'aider une femme à terre. Et voici la phrase qui change tout. Ce n'est pas seulement ce qu'ils ont fait qui choque, c'est la vitesse avec laquelle ils ont tenté de salir la victime pour rendre l'acte acceptable. À partir de là, le regard du public ne revient plus en arrière. Et ensuite, tout s'emballe. Pas une révélation isolée, mais une accumulation rapide. D'abord, une fracture politique inattendue. Des élus républicains commencent à demander des comptes publiquement. Une commission de la Chambre exige que les responsables de l'ICE, de la Border Patrol et du Department of Homeland Security viennent témoigner. Pas en coulisses, en audience officielle. Puis, un autre signal fort. Au Sénat, des démocrates annoncent qu'ils refuseront de voter tout budget incluant un financement supplémentaire pour ces agences. La menace d'un shutdown fédéral devient réelle. Et pendant ce temps, sur les réseaux, des figures pro-Trump se divisent. Certaines continuent de défendre la ligne dure. D'autres reconnaissent publiquement que quelque chose ne colle pas, qu'un homme désarmé, gazé, plaqué au sol ne correspond pas au portrait d'un assaillant. Tout va très vite. Trop vite pour être contrôlé. Trop vite pour être corrigé par un simple communiqué. Et c'est là que la pression devient incontrôlable, parce que chaque nouvelle réaction n'éteint pas l'incendie. Elle l'alimente. Alors posez-vous la seule question qui compte maintenant. Que se passe-t-il si cette dynamique ne s'arrête pas? À ce moment précis, l'histoire cesse d'être abstraite. Elle devient personnelle. Parce que ce qui s'est passé à Minneapolis ne reste pas confiné à une manifestation ni à un débat politique à Washington. Cela touche directement la façon dont vous vivez, dont vous protestez, dont vous vous déplacez. Imaginez la scène transposée ailleurs. Une foule, des agents lourdement équipés, du gaz, de la confusion. Vous voyez quelqu'un tomber. Vous vous approchez pour aider. Et en quelques secondes, votre statut change. Vous n'êtes plus un citoyen. Vous devenez une menace potentielle. C'est ça, le glissement qui inquiète. Pas l'idéologie, pas les partis. La conséquence concrète. Des voyageurs à l'étranger commencent déjà à poser une question simple. Est-ce encore sûr de venir aux États-Unis? Des appels au boycott émergent. Des événements internationaux sont remis en cause. Et pour ceux qui vivent déjà ici, le message implicite est encore plus lourd. Certaines situations ordinaires peuvent désormais basculer sans avertissement. Si cette sensation vous semble familière, vous n'êtes pas seul. Dites-le dans les commentaires, parce que ce malaise partagé est précisément ce qui transforme une affaire locale en onde de choc nationale. Pour comprendre pourquoi cela a pu arriver, il faut regarder au-delà de l'émotion. Le mécanisme est froid. Institutionnelle. Quand une agence armée sait qu'elle sera défendue par réflexe, même face à des images dérangeantes, les incitations changent. La priorité n'est plus de clarifier les faits, mais de contrôler la perception. Les mots deviennent des outils. Terroriste, insurrection. Des termes suffisamment larges pour englober presque n'importe quoi et suffisamment vagues pour éviter une vérification immédiate. Pendant ce temps, la procédure suit une autre logique. Les autorités locales sont tenues à distance. Les preuves restent fédérales. Même le FBI se heurte à des refus d'accès. Et là, un signal rare apparaît. Un procureur du comté de Hennepin engage une action en justice pour obtenir les éléments de l'enquête. Ce n'est pas un geste symbolique, c'est un aveu de blocage. Un système qui se replie sur lui-même pour gagner du temps. Voici l'insight inconfortable. Ce n'est pas le chaos qui permet ce genre de situation. C'est l'ordre. Un ordre conçu pour se protéger d'abord, puis expliquer ensuite. Et quand cette logique s'installe, elle ne dépend plus d'un seul homme. Elle devient structurelle.
À partir d'ici, deux trajectoires se dessinent et aucune n'est stable. La première est celle que le pouvoir espère. La tension se déplace. Une nouvelle crise chasse la précédente. Les procédures s'étirent. Les responsabilités se diluent entre agences, juridictions et délais techniques. L'histoire ne disparaît pas, mais elle s'affaiblit. Elle devient un dossier de plus. La seconde trajectoire est plus dangereuse pour ceux qui contrôlent le récit. Elle repose sur un enchaînement précis. Des auditions publiques, des images diffusées encore et encore, des témoignages sous serment. Et surtout, une base politique qui commence à comprendre qu'elle pourrait être touchée par le même précédent. C'est là que le calcul change, parce que cette affaire ne pose pas seulement la question d'un abus. Elle pose celle de la règle désormais implicite. Suffit-il d'être perçu comme un risque pour perdre toute protection? Pour l'instant, personne ne sait quelle voie l'emportera. Mais les signaux sont clairs. Trop d'acteurs parlent, trop d'alliés se détachent, trop de portes institutionnelles commencent à s'ouvrir. Et dans ce genre de moment, le prochain mouvement n'est jamais annoncé. Il se produit, souvent plus vite que prévu. Au fond, cette affaire se résume à une vérité dérangeante. Ce qui choque le plus n'est pas seulement la mort d'Alex Peretti. C'est la tentative immédiate de redéfinir la réalité pour la rendre acceptable. Un homme non armé devient une menace. Un geste d'aide devient une justification et une vidéo claire devient soudainement sujette à interprétation. Voilà le cœur du problème. Quand le récit officiel exige que vous doutiez de ce que vous voyez de vos propres yeux, ce n'est plus une question de gauche ou de droite, c'est une question de pouvoir. Qui a le droit de nommer la violence? Qui a le droit de l'excuser? Et jusqu'où cette logique peut aller avant de rencontrer une résistance réelle? Cette histoire n'est probablement pas terminée. Elle ouvre plutôt une porte sur des auditions, sur des révélations, sur d'autres images que personne ne voulait voir. Et si vous avez l'impression que ce moment marque un basculement, ce n'est pas un hasard. Les grands changements ne commencent jamais par des annonces solennelles. Ils commencent par une fracture dans le récit. Si vous voulez comprendre ce qui vient ensuite et pourquoi ce genre d'affaires ne s'arrête jamais là où on vous dit qu'elle s'arrête, restez ici. La suite est déjà en train de se former.